Bonjour à toutes et à tous. 9h20, ça y est, on y est. Voilà, quelques mois de préparation. J'ai la lourde tâche ce matin d'assurer un décollage en douceur pour vous mettre dans l'ambiance de ces 2 journées. L'équipe de Cheval Insertion vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir embarqué aussi nombreux. En mai 2014, j'ai pris le train avec mon collègue David Philippot. Et j'étais loin d'imaginer, en allant rendre visite à la communauté COST, que ça allait me conduire à vous aujourd'hui. Voilà, je remercie Monsieur Payan et toute son équipe pour leur accueil chaleureux à Nîmes. Et leur partage sur leur pratique professionnelle et aussi les bières concertatives qui ont fait partie effectivement de l'émulsion de nos travails d'aujourd'hui. Je remercie aussi Madame Ragonneau, la directrice de Cheval Insertion, qui nous permet d'oser travailler différemment. Voilà. Et je remercie aussi les membres des familles, car au quotidien, moi dans mon quotidien professionnel, c'est eux qui me motivent et qui me donnent envie d'aller plus loin et de faire évoluer mes pratiques professionnelles depuis que je travaille à Cheval et Insertion. Donc moi, je suis éducatrice spécialisée. Je suis Sandrine Divet, je suis maman de 2 petites fillettes qui ont 10 ans et 5 ans. La grande de 10 ans aurait bien aimé être avec moi aujourd'hui parce qu'elle ne comprend rien à mon travail. Donc elle me dit toujours, je ne sais pas expliquer, ma maîtresse me demande ce que tu fais, je ne connais rien. Je suis originaire de Royan, je suis née à Royan et j'ai grandi à Royan. Je suis très attachée à cette ville. Ma famille vit ici, mes amis vivent ici. Voilà, je suis très contente de vivre dans un cadre de vie comme ça, avec la plage, l'océan et mon travail. Comme vous avez pu le voir hier soir, les Nîmois et les Lillois, on travaille quand même dans un cadre assez sympathique. Ça manque un peu de baraque à frites quand même. Ah, vous avez raison. Alors on peut en trouver sur les plages quand même des baraques à frites, mais c'est pas les mêmes que chez nous, c'est sûr. Oui, décollage en douceur. Vous voyez bien, j'ai jamais pris de cours de pilotage, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc je suis éducatrice spécialisée. Je suis en formation à la clinique de concertation sur Paris en 2e année. Je travaille à Cheval et Insertion depuis 2001, la date de la création de l'institution. Je suis arrivée dans cette MEX un peu par hasard en cadre d'un emploi jeune en tant qu'assistante de vie. Je suis devenue monitrice éducatrice quelques années après et j'ai validé ensuite mon diplôme d'éducateur spécialisé par la validation des acquis. Quand je suis arrivée dans l'institution, donc il y avait tout à faire, donc forcément ça a été une belle opportunité pour ma carrière professionnelle. On a appris à travailler différemment dès le début puisque la structure est quand même une structure assez atypique. J'ai découvert la clinique de concertation sur le territoire royannais lors d'une formation action qui s'est déroulée entre 2008 et 2010 avec le docteur Lemaire. Il y avait ici une 50aine de professionnels qui ont partagé cette formation. Il y en a quelques-uns dans la salle et je suis contente de les voir aujourd'hui. Là, ce qui se disait à cette formation action, c'était pas forcément nouveau pour moi, mais ça venait soutenir un petit peu ma pratique professionnelle et j'entendais des choses qui me parlaient vraiment. Donc de partir des familles qui activaient les professionnels, voilà. De travailler en réseau, l'importance de travailler ensemble, faire ensemble, pas les uns à côté des autres, mais faire ensemble, travailler le réseau, prendre le temps d'aller chercher les détails, aller chercher les ressources chez les personnes, autour, dans le réseau, chez les professionnels. Je suis allée chercher pour aujourd'hui la définition d'un pilote. Et ce qui m'a apparu très intéressant, c'est la définition plutôt en informatique sur le pilote qui permet à un système d'exploitation de reconnaître un certain matériel et de l'utiliser. Voilà, c'est ce que nous cherchons à faire à Cheval et Insertion. Quand on utilise une nouvelle pratique qui est le sociogénogramme, on essaye avec la famille, chercher et de définir le réseau autour de la famille et surtout s'appuyer sur
la matière, sur ce qui entoure le jeune, sur le réseau, sur ses membres, les membres des familles, sur son environnement. À Cheval et Insertion, donc on utilise le sociogénogramme depuis juillet 2014. Voilà. Donc c'est une pratique issue de la clinique de concertation. Nous l'utilisons dans notre protocole d'admission. Alors, on invite effectivement les membres des familles, le jeune accueilli et les professionnels qui entourent le jeune. Donc, plus particulièrement à l'admission, nous invitons le référent ASE, le psychologue ASE si elle est disponible, le référent éducateur de la structure d'accueil précédente, et donc l'équipe de Cheval et Insertion. Il y a le référent éducateur, la directrice et moi-même qui anime le sociogénogramme. Au préalable, on envoie une invitation aux familles en désignant toutes les personnes qui sont invitées, ce qui permet effectivement de laisser un peu le choix de savoir si on est présent, si on vient à cette réunion par rapport aux invités. Dans le protocole d'admission, donc on fait un peu différemment. On enlève les tables quand on accueille les familles. On installe des chaises en arc de cercle. Et on est face à un mur avec un papier blanc et on commence à dessiner ensemble le sociogénogramme. Donc, j'ai oublié quelque chose avant tout ça. C'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. C'est une expression du docteur Lemaire qui, par lui, qui fait référence à l'image d'une réparation d'une chaussette qui travaille à partir des bords et non pas du trou. Et ça, c'est ce que nous faisons avec les familles quand on élabore le sociogénogramme, où on passe les premières aiguilles dans l'ouvrage. Et on part en s'appuyant sur les ressources que nous trouvons dans le réseau et chez les membres des familles. Donc sur l'invitation, effectivement, c'est donc nominatif et nous inscrivons voilà, cette phrase « Venez faire un dessin pour voir ce qui va bien ». Nous allons ensemble retracer le chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'à nous. Donc nous accueillons les familles avec... Ah ben ça recommence. Ah non, voilà. Donc nous sommes installés en arc de cercle face à cette feuille blanche et on établit le sociogénogramme. Donc je vous ai mis en diapo la légende du sociogénogramme. Donc le noir représente ceux qui vivent ensemble. Les petites maisons vertes, ceux qui travaillent ensemble. Donc vous verrez au fond de la salle, je me suis amusée à faire un sociogramme qui représente tous les professionnels qui sont aujourd'hui réunis dans cette salle. Donc la particularité, c'est qu'il n'y a que du vert puisqu'il n'y a que des professionnels. Voilà, ce sera intéressant de regarder ça à la pause et vous verrez le chemin qu'on a parcouru pour être aujourd'hui avec vous. Les flèches bleues, ce sont les flèches qui retracent le lien entre ceux qui vivent ensemble. Les flèches oranges, entre ceux qui travaillent ensemble et qui vivent ensemble. Et les flèches rouges, de ceux qui vivent ensemble et ceux qui travaillent ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on élabore avec la famille, en posant la question au préalable, voilà, en leur posant la question comment vous êtes arrivé jusqu'à Cheval Insertion, avec qui et comment. Quand on commence le sociogénogramme, voilà, les flèches vertes, c'est entre ceux qui travaillent ensemble. Quand on commence le sociogénogramme, on commence par un tour de présentation. On demande aux professionnels de se présenter en premier, à la famille à la fin, pour que ça lui permette de savoir à qui elle s'adresse. Nous demandons de parler des absents comme s'ils étaient présents, ce qui demande déjà une attention toute particulière et ce qui permet aussi de cadrer les choses. Nous demandons également
à la famille, si elle sent à un moment donné qu'on va un petit peu loin dans l'élaboration de ce dessin, de nous arrêter. Parce que les choses peut-être se traiteront dans un autre endroit, à un autre moment. J'ai mis cette petite illustration. Effectivement, il vaut mieux un temps de concertation qu'un temps de consternation. Donc ça, c'est une des philosophies aussi qui m'est attachée, puisque le fait de faire ensemble, vraiment, et de gagner, enfin de travailler ensemble, mais vraiment ensemble, pas côte à côte, faire ensemble, aller dans les champs de recouvrement de chacun, sortir de nos bureaux, partager, faire pour la famille, faire avec la famille. Voilà, ça c'est ce qui me semble important, aller dans les détails et vraiment peut-être que se réunir plus souvent permet aussi de gagner du temps dans les prises en charge avant que ça devienne des prises en charge et des accompagnements très difficiles. Je vais vous parler d'exemples, par exemple. Enfin, on a fait une enquête de satisfaction l'année dernière pour l'évaluation interne. Donc c'est une enquête de satisfaction que nous avons adressée aux jeunes accueillis à Cheval Insertion et aux familles que nous accompagnons, en posant des questions très simples par rapport à notre accueil et par rapport à l'utilisation du sociogénogramme. Les familles, effectivement, nous font des retours. Alors, on a eu des retours de toutes les familles. Et nous font des retours plutôt positifs en disant qu'elles se sont senties accueillies, écoutées, entendues et pas jugées. Et je pense qu'effectivement, cet outil-là nous permet d'apaiser les conflits, de détourner l'attention. On est tous focalisés sur un dessin et pas sur les difficultés. On parle de ce qui va bien. Et ça, je pense que c'est important pour le démarrage, en tout cas, des accompagnements. Quelques exemples de situations concrètes. On accueillait, puisque c'est terminé depuis le 30 juin, on accueillait une jeune fille qui était déscolarisée depuis quelques années, qui était en placement éducatif à domicile, donc dans sa famille. C'est une jeune fille qui faisait beaucoup de crises, des crises violentes à domicile. Le PEAD vient faire suite à des mesures de placement qui ont été mises en échec par cette jeune fille. Quand nous l'avons invitée à la mission pour faire le sociogénogramme, bon, c'était un pari, parce qu'on pensait qu'elle allait jamais venir. Et donc elle est arrivée accompagnée de son père et de sa mère. Elle a eu beaucoup de difficultés à monter jusqu'à la salle. Nous avons pris la décision de commencer la réunion sans elle. Donc nous étions installés en arc de cercle. Par habitude, on ferme toujours la porte pour être aussi faire voir à la famille qu'on respecte ce qui se dit. Et, voilà. Et là, je propose à la jeune fille qu'on laisse cette porte ouverte et qu'elle vienne quand elle veut, dans la salle pour nous rejoindre. Et donc elle était dans les escaliers, elle se faisait du mal, elle se scarifiait les bras sur le crépi de l'institution. Donc on a décidé de commencer le dessin avec ses parents. Et au fil de cet entretien, cette jeune fille a monté les escaliers, est arrivée dans le premier bureau qui séparait à la salle, et elle nous balançait des dates, comme ça, voilà, que ses parents ne se souvenaient pas, de la date du premier placement, de l'arrivée au foyer de l'enfance, comment ça s'est passé, le transfert vers l'hôpital, voilà, elle nous donnait des dates, et elle a fini, alors pas par rentrer dans la salle, mais en fait, elle a largement participé, puisqu'elle était devant la porte, en train de, elle nous donnait des indications, elle nous donnait des choses très intéressantes. C'est une jeune fille qui, moi en tout cas, aura permis de faire évoluer ma pratique professionnelle et de travailler différemment.
puisque c'est une jeune fille. Donc notre mission de cet accompagnement, c'était un retour vers l'école, puisqu'elle était dans l'obligation scolaire. Sauf que ça, c'était très compliqué. Quand je suis arrivée la première fois chez elle, elle venait de faire une grosse crise de violence le matin, du fait de mon arrivée. Elle s'est cachée. Et là, je me suis posé beaucoup de questions sur le fait de comment on allait pouvoir travailler avec cette jeune fille. Et finalement, on a fait petit à petit. La rencontre a été finalement pas si longue que ça. Et on a fait avec tout ce qu'elle nous a donné. Donc c'était loin de l'école, hein, c'est tout ce qu'elle nous donnait. Elle nous disait qu'elle aimait la guitare. Donc voilà, j'ai branché mon collègue qui a joué de la guitare avec elle. C'était une jeune fille qui était fascinée, enfin qui est fascinée par le métier des pompiers. Moi j'avais un peu d'expérience puisque mon mari est pompier à Royan. Donc on est venu à parler de ça, voilà. Et on a fait tout un travail avec cette jeune fille avec ses ressources à elle et pas nos missions à nous. Donc on a pris du temps, effectivement, un PEAD qui a duré 1 an et demi, voire 2 ans presque 2 ans. Et voilà, on s'est laissé guider par cette famille, par cette jeune fille. Et là, on vient d'obtenir une main levée du placement. Et cette jeune fille est au lycée en face, là, dans la salle, juste en face de nous. Et ça, c'est une jeune fille qui m'a appris effectivement à travailler différemment, à prendre le temps, à aller dans le détail avec elle, à faire en fonction de ce qu'elle nous donnait, d'aller chercher comme des pierres précieuses, de tirer des fils de pelote de laine qu'elle nous donnait pour justement travailler différemment. Après aussi, faire très attention au langage qu'on utilise, hein, parce qu'effectivement, on a un jargon éducatif qui n'est pas toujours valorisant pour les familles. Donc nous, on essaie chez Balai Insertion, dans notre quotidien en tout cas, de mesurer, de peser les mots, d'aller chercher plutôt ce qui est positif que plutôt de regarder à la loupe ce qui ne va pas. Voilà, faire des bascules de langage de type, par exemple, une maman fusionnelle, dire une maman très attentive, plein de choses comme ça, voilà. Peser les mots, faire attention, valoriser. Et on a pu remarquer qu'effectivement, ce travail n'était pas forcément évident, puisqu'on est professionnel depuis longue date avec des tics et des mauvaises manies, du mal parler. Hein. Voilà, donc on fait des expériences en réunion. On se rappelait pendant la formation Action, le docteur Lemaire nous parlait toujours de imaginez dans votre salle de réunion une vie de Santin et la famille est de l'autre côté et vous êtes en réunion. Est-ce que vous parleriez comme ça à la famille si elle était là? Donc voilà, quand on dit parler des absents comme s'ils étaient présents, moi ça me parle. Ça me parle vraiment. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ça parle vraiment aussi aux familles. Et quand on est dans le protocole d'admission, quand on fait le sociogénogramme, on ose poser la question à la famille, parce que la famille parfois arrive avec des colères, des conflits avec d'autres institutions, d'autres professionnels, et on leur demande s'ils diraient ça de la même manière si le professionnel en question était là. Et ça diminue, ça apaise, ça calme, ça cadre, et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Une autre situation, par exemple, une jeune fille qui est accueillie à Cheval Insertion, on décide de mettre en place la réunion pour le sociogénogramme avec la famille, avec un papa et une maman très en conflit. Quand l'aide sociale est arrivée, l'aide sociale à l'enfance est arrivée avec la maman, elle s'est demandé ce qu'on était en train de faire, puisque le papa aussi allait être là, et qu'une semaine au préalable, il y avait eu l'audience au tribunal pour enfants, et l'audience avait été catastrophique, avec un fort conflit devant les enfants, devant le juge des enfants. Et donc, il nous posait la question, effectivement, est-ce que vous avez est-ce que votre idée de sociogénogramme en réunissant la famille, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Bon, on n'était pas très aguerris à cette époque-là, mais bon, voilà, on s'est dit, bon, maintenant ils sont tous là, on assume, hein, voilà. Donc on s'est installé en présentant les grands principes de régulation, hein, en disant, on prend les absents comme s'ils étaient présents, la famille se présente en dernier, etc. Si on va trop loin, voilà.
Et finalement, la jeune fille s'est positionnée entre ses parents. Et finalement, ce sociogénogramme, le fait de décaler le regard vers ce papier, eh ben, ça a décalé le conflit. Enfin, en tout cas, c'est l'analyse que nous, on en a faite. Hein. Et voilà, 1 heure d'entretien, sans un mot plus haut que l'autre. La jeune fille est sortie en disant que ça lui avait fait du bien de voir ses parents aussi comme ça. Voilà, pas en train de se reprocher des choses. Et voilà, on était assez contents de cette instance-là, puisque ça permet au moins, pendant 1 heure, à cette jeune fille de voir que ses parents sont capables d'être dans la même pièce et de s'entendre et de parler des mêmes choses sans se fâcher. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pense que c'est pas mal. Si vous avez des questions, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires. Bonjour, Alexis Barrault, je travaille dans une MEC à Gradignan à côté de Bordeaux, je suis éducateur au service famille. Juste une question par rapport au sociogénogramme, pourquoi à l'admission et pas après? Et si c'est à l'admission, qu'est-ce que vous en faites après? Très bien. Alors, le fait que ça se fasse à l'admission, c'est un choix. Hein. Donc, l'utilisation du sociogénogramme dans la clinique de concertation, comme le fait le docteur Lemaire, nous, on a un peu détourné l'utilisation. Le protocole d'admission, on le fait comme ça parce que le sociogénogramme nous permet d'avoir une vision claire et générale sur la situation et de ne pas, justement, lire des dossiers et mettre l'accent sur les difficultés. On fait avec les familles avec ce qu'elles nous apportent, tout en gardant effectivement un œil quand même professionnel. Hein. Voilà, les familles peuvent se présenter d'une manière et on peut entendre aussi des choses différentes. Alors on l'utilise à l'admission, mais aussi on le ressort au bilan d'observation, parce qu'à la fin de l'élaboration de ce dessin, on le prend en photo. Alors non pas pour le publier dans le Sud-Ouest, hein, c'est pour l'avoir en version numérique dans le dossier du jeune. Et on propose à la famille ou au jeune de repartir avec le sociogénogramme. Donc on a été assez surpris parce que chaque jeune a son sociogénogramme dans sa chambre, sous son lit ou sur son armoire. Voilà. Et on le ressort, du coup, le jeune revient pour le bilan d'observation. Et là, on rajoute des petites maisons pour voir un petit peu la manière dont on a travaillé avec le jeune, avec la famille, ce qu'on a pu rajouter, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu manquer aussi. Voilà. Donc c'est vraiment pour mettre la loupe sur le chemin parcouru, pour rechercher la définition du réseau, hein, sur quel professionnel on peut s'appuyer, sur quel professionnel a été le relais à un moment donné pour la famille, qui a servi de levier pour désamorcer des choses. Voilà, c'est vraiment ça. Alors c'est un choix, hein, l'admission, vraiment c'est pour aussi faire une première rencontre avec la famille. Et en plus, on pense vraiment que ça aide pour installer une relation de confiance. Voilà. J'ai répondu à la question. On enchaîne avec Florian. Bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend. Donc, je suis Floriane Toinon, j'ai 27 ans. Je suis éducatrice à Cheval à Insertion depuis 2013. Donc en fait, c'est mon premier poste. Donc avant ça, j'ai fait mes études d'éducatrice en Belgique. Et je suis partie 6 mois au Québec pour mon stage long. Donc c'est vrai que j'avais une certaine diversité. J'ai pu avoir dans mon apprentissage une certaine diversité, une certaine richesse. J'ai pris un petit peu partout. Et malgré tout, je faisais le constat qu'on n'a pas vraiment... Enfin, en formation, on n'apprend pas vraiment à travailler avec les familles. Enfin, c'est abordé très rapidement. Et donc voilà, c'est quelque chose pour moi qui était un petit peu compliqué au début. Donc en fait, ce que je vais vous dire, c'est un petit peu un témoignage et une évolution dans mes pratiques depuis que je suis à Cheval à Insertion. Donc quand je suis arrivée il y a 3 ans, donc, je me souviens vraiment de
ma première réunion d'équipe. Donc j'ai commencé en réunion d'équipe, donc je ne connaissais pas mes collègues, je ne connaissais pas la protection de l'enfance, je ne connaissais même pas la région parce que je venais d'emménager pour tout vous dire. Donc je suis arrivée à cette réunion et je me souviens d'une seule chose qui m'a marquée. C'est une de mes collègues qui parlait d'une jeune qu'on accompagnait qui avait fait... qui avait eu des problèmes de comportement dans la journée, et ma collègue disait qu'il fallait tout de suite que nous prévenions sa référente ASE, aide sociale à l'enfance. Et donc mon collègue David Filippo, qui est à côté de moi, tout de suite a dit qu'il fallait que nous arrêtions de nous appuyer sur nos collègues de l'ASE pour ce genre de petits événements, et qu'il fallait vraiment qu'on travaille sur... Je vais m'expliquer maintenant. Non, parle après. Qu'il fallait vraiment qu'on adapte nos pratiques par rapport au nouveau schéma départemental dont il va vous parler tout à l'heure. Et donc voilà, moi tout de suite, ça d'emblée, ça m'a plongé un petit peu dans cette nouvelle politique départementale, et surtout dans la manière dont on commençait à travailler à Cheval à Insertion. Donc je me souviens vraiment de mes premiers mois, donc c'est vrai qu'on côtoie régulièrement les familles, mais on dépendait effectivement beaucoup de l'aide sociale à l'enfance. Moi j'ai ressenti vraiment, je le vois avec le recul aujourd'hui, les familles étaient quand même quelque peu bridées, ils s'appuyaient beaucoup sur le référent ASE, et voilà. Et puis moi-même je disposais pas de beaucoup d'outils spécialement pour adapter mes interventions au mieux avec les familles. Donc en juin 2014, comme l'a évoqué ma collègue Sandrine tout à l'heure, elle nous a fait avec David une formation en interne sur le sociogénogramme et la clinique de concertation, donc un petit peu tous les principes qu'elle vient de vous expliquer, afin qu'on puisse améliorer la qualité de nos accompagnements avec les familles. Et tout de suite, comme Sandrine encore, ça m'a vraiment, comme Madame Ragono, ça m'a vraiment parlé, toute cette philosophie de travail. Ça reflétait vraiment mes valeurs professionnelles et personnelles. Et donc voilà, j'ai vraiment voulu en savoir plus. Donc on a la chance à Cheval Insertion d'avoir donc une directrice qui nous permet de partir en formation. Donc je la remercie, grâce à elle, j'ai pu partir sur Pau, rencontrer le docteur Lemaire justement pour une formation sur la clinique de concertation. Et j'ai commencé à apprendre à dessiner un sociogénogramme. Bon, j'en suis pas au niveau de ma collègue qui fait des murs entiers. Des jolis dessins. Voilà. Mais donc voilà, c'est vrai que j'ai commencé au fur et à mesure des mois à participer au dessin du sociogénogramme lors de nos admissions. Donc voilà, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand on fait le sociogénogramme, en fait, on est au même niveau que la famille. On leur montre qu'on a besoin d'aide pour pouvoir avancer, donc on leur montre nos faiblesses finalement. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'on construit ensemble le projet pour leur enfant. Et c'est là que j'ai vraiment constaté une évolution dans nos relations avec la famille, et aussi une évolution de nos pratiques. Et je parle plus personnellement, c'est vrai que j'ai pris en maturité dans les interventions, dans ces interventions, et voilà, donc c'est très important de décaler notre regard. Moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée dans mon travail, décaler notre regard. Et voilà. Pardon. Donc voilà, au fur et à mesure des mois, donc on a tous continué à se nourrir un peu de cette philosophie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vu toute une équipe évoluer. Donc tous autant qu'on est à Cheval à Insertion, qu'on ait suivi des formations ou non, on est tous inspirés par cette philosophie de travail qu'on allie bien sûr avec notre personnalité professionnelle. Et donc voilà, c'est très enrichissant de voir une équipe qui se remet constamment en question, qui tente des choses dans l'intérêt des familles et qui évolue dans ce sens. Et je peux même dire que du coup on ressent j'espère que c'est le cas de mes collègues, mais pour ma part on ressent quand même un certain bien-être professionnel. Donc voilà, après je vais passer plus à des choses un peu plus concrètes. Donc par exemple pour le travail avec l'ASE, comme je l'évoquais tout à l'heure, je vais donner un exemple très flagrant qui date d'il y a seulement quelques semaines pour un petit peu illustrer l'évolution qu'on a pu avoir en quelques années, avec une jeune fille, le papa d'une jeune fille qu'on accompagne qui est très mal à l'aise avec la référente ASE de cette jeune fille. Donc la communication est très difficile, il y a un petit peu de conflit. Et donc on parle souvent de la situation avec la référente, et aujourd'hui on en est au point où elle le dit elle-même, je vous fais confiance, le papa
le travail avec le papa fonctionne bien avec vous. Donc c'est nous, par exemple, qui montons les calendriers pour les retours de week-end, pour les vacances, etc. avec la famille. Après, on le soumet à l'ASE. Donc voilà, le discours de cette référente, c'est la confiance passe entre vous. Donc notre travail ensemble fonctionne comme ça, on a trouvé notre équilibre. Donc allons aussi dans ce sens-là, et ça fonctionne effectivement plutôt bien. Concernant l'évolution de travail avec les familles, j'ai un autre exemple assez concret par rapport au sociogénogramme, justement, d'une famille qu'on accompagne depuis le mois de novembre. Donc ils sont venus à nous pour la visite d'admission. Donc on a fait ce fameux sociogénogramme, et c'est une famille qui avait de grosses difficultés avec les services sociaux. Donc la communication était très compliquée, il y avait beaucoup d'a priori, c'était assez compliqué. Et la famille, donc avec qui on a beaucoup parlé de ce sociogénogramme depuis, dit elle-même qu'elle s'est sentie écoutée, entendue. Ils ont pu libérer la parole et se présenter d'une manière différente de la façon dont eux pouvaient être présentés aux services sociaux, justement. Et donc voilà, le fait que cette famille se sente entendue et soutenue, ça a permis de créer un lien de confiance. Et effectivement, eux ont fait le constat que c'était la première fois qu'ils entendaient éventuellement du positif sur eux. Et ils ont apprécié qu'on valorise ce qui fonctionnait plutôt que ce qui dysfonctionnait. Et effectivement, on a pu entamer un travail assez intéressant avec cette famille. Et d'autre part, un autre exemple, sur le fait, par rapport à l'accompagnement des familles, la même chose. On a aussi une jeune fille où la maman n'est pas forcément présente physiquement. C'est une maman qui a des difficultés avec la boisson. Mais malgré le fait que cette dame ne soit pas présente, elle est présente au quotidien par le biais de mails, d'échanges de téléphone, de cartes. Elle est impliquée constamment, on parle d'elle, que ce soit en présence de la famille, de la jeune fille dans l'équipe. Voilà, c'est aussi une manière de valoriser les personnes et de les maintenir présentes malgré leur absence. Et ensuite, je vais finir avec l'évolution de notre travail et du partenariat. Comme l'a dit ma collègue, c'est vrai qu'on tente des choses, on essaie d'être créative dans nos accompagnements. Donc, je vais vous citer tous les exemples. Je vais citer l'exemple d'un partenariat qu'on a récemment mis en place avec notamment le foyer de l'enfance de Saintes. Alors, je devrais voir Monsieur Beltran dépasser normalement. C'est là-bas. Donc voilà, par exemple, on s'est rencontrés plusieurs fois dans l'idée de créer ce qu'on pourrait appeler un séjour oxygène, donc où les jeunes, par exemple de chemin d'insertion du foyer de l'enfance, pourraient aller prendre un petit peu l'air si nécessaire dans une structure ou dans l'autre, où on reçoit également un jeune du foyer de l'enfance qui vient en accueil de jour à chemin d'insertion pour profiter de l'accueil au centre équestre. Donc voilà, c'est des petits exemples, mais bon, qui montrent l'ouverture au réseau et le travail qu'on peut faire tous ensemble. Donc voilà, forcément, bon là, tout n'est pas toujours tout rose, hein. On se trouve quand même souvent face à des difficultés, face à des professionnels qui n'adhèrent pas forcément à nos idées, à nos façons de faire. La même chose pour les familles. Mais voilà, après les familles sont très présentes et c'est elles justement qui nous mettent au travail et puis qui nous aident à réajuster nos pratiques, tout ce qu'on met en œuvre, voilà, et qui nous aident aussi à tenter des choses qui nous motivent justement à ça. Donc notre mot, c'est vrai que le mot maître, cheval d'insertion, c'est un petit peu la bienveillance, hein, c'est ce qu'expliquait Sandrine tout à l'heure. On essaye d'être bienveillant envers tout le monde, que ce soit les professionnels, les familles, les jeunes qu'on reçoit, les collègues aussi. Donc voilà. Donc oui, on cherche les ressources un petit peu... dans chaque situation, on cherche les ressources possibles. Et voilà, donc pour la suite, nous c'est vrai qu'on souhaite continuer d'évoluer dans ce sens-là. Par exemple, avec ma collègue Sandrine, on s'est rendu dans une MEX à Rochefort il y a quelques semaines pour présenter un petit peu notre philosophie de travail, alors sans avoir bien sûr la prétention de dire qu'il faut faire la même chose, hein. C'est vraiment dans le but d'échanger sur nos pratiques afin de pouvoir évoluer tous ensemble dans l'intérêt des familles et d'évoluer, puis de s'adapter aussi au terrain qui peut changer. Mon collègue vous en parlera un peu plus par la suite.
Et donc voilà, moi, mon but c'est de poursuivre dans ce sens-là, de poursuivre ces journées d'études. Et je voudrais juste terminer par un petit mot par rapport aux jeunes de Cheval à Insertion qui ne sont pas présents, mais qui malgré tout sont présents parce qu'ils sont très très impliqués dans ces journées d'études. Alors ils sont au courant, ils ont posé énormément de questions, donc on en aura beaucoup parlé. La carte de France qui est au fond avec les personnes présentes aujourd'hui, c'est eux qui l'ont faite. Hier soir, certains d'entre vous ont pu les rencontrer au repas. Donc mes collègues m'ont dit qu'ils ont été top. Vraiment, ils étaient très apprêtés. Ils ont été serviables, etc. Enfin voilà, donc c'était juste ça pour faire un petit mot pour eux aussi. Ouais. Oui, effectivement, il y avait des tensions toute la semaine et là, votre venue, ça a tout apaisé. Non mais voilà, donc je tiens aussi à faire un petit mot pour eux parce que ça les concerne. Et puis qu'ils y sont impliqués. Je vais prendre le relais, mais par contre, je vais faire un petit réglage de micro parce que ça me baisse la tête et comme j'ai des problèmes de vue en vieillissant, je vois plus bien. Donc, si vous me permettez. Surtout tes gagnants. Non, je veux pas de lunettes. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, effectivement, il a gagné un an puisque c'est son anniversaire. Bon bah merci, j'en ai fini pour aujourd'hui pour moi là. Alors là, vous êtes en train de m'aider parce que... Ah, des problèmes, hein. Il y a des médicaments pour ça. Alors, histoire de te contrarier, continuer à te contrarier, j'ai une question avant que tu interviennes. Oui, bonjour, je suis Christelle Gégou, je suis chef de service à l'aide sociale à l'enfance sur le département du Gard. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la place du référent de l'aide sociale à l'enfance et qu'il vous faisait confiance par rapport à l'organisation des calendriers et de la prise en charge de l'enfant. Donc je voulais savoir quel rôle joue le référent de l'aide sociale à l'enfance dans l'accompagnement et dans le réseau autour des familles. Le référent est quand même omniprésent, hein, il est invité, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, à toutes les réunions, bilans, etc. Dès qu'il y a un événement, effectivement, il y a quand même beaucoup d'échanges avec le référent ASE. On construit le projet d'enfant avec lui. Au quotidien, il est au courant tout de même de ce qui se passe. Avec les familles, on se rencontre beaucoup également avec les familles. Quand je dis qu'on fait les calendriers avec les familles, effectivement, c'est nous qui les faisons, mais il y a toujours validation derrière l'aide sociale à l'enfance. Et finalement, le rôle reste le même, c'est seulement qu'on décharge nos collègues de l'aide sociale à l'enfance pour de la gestion organisationnelle du quotidien de l'enfant. Exactement. On va en parler si vous voulez. Je voulais dire des tâches. Ouais. Mais justement, mon collègue, son intervention suit un petit peu ce que j'ai dit pour la poursuite. Et puis je pense aussi, excusez-moi, qu'il peut faire tiers dans la relation avec la famille. C'est important. De toute façon, si tu réponds pas, il va y revenir. Ouais. Bon. Là, je suis opérationnel ce coup-ci. Alors, je vous assure que c'est pas évident d'être à notre place, il y a beaucoup de monde en plus. Mais voilà, c'est un petit challenge. Et puis, comme on aime bien la vanilline avec mes collègues, on s'est dit pourquoi pas. Voilà, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle David Philippot, j'ai 43 ans aujourd'hui. Je remercie ma collègue, mais on va se voir après. Moi, je suis arrivé à Cheval et Insertion il y a 14 ans tout rond. Je suis arrivé le 3 juin en 2002, donc quelques mois après son ouverture. Auparavant, j'ai travaillé dans une autre MEX de Charente-Maritime. Plus ça va, plus je me mets, j'ai l'impression. J'ai travaillé dans une autre MEX de Charente-Maritime. J'ai également une expérience dans le polyhandicap et dans un ITEP. Alors, moi aussi, je suis originaire de la région. J'ai grandi dans une petite commune à 20 km d'ici, pas très loin, sur les bords du bassin marais d'Oléron, le pays des huîtres, voilà, auquel je suis très attaché. J'aime bien également la plage, le soleil de Charente-Maritime. On vous l'a préparé, mais 102 jours, ça fait beaucoup, donc ça va arriver un peu plus tard. Oui, donc j'aime bien la plage, mais j'ai pas mal goûté aussi à la vase, puisque je suis issu d'une génération d'ostréiculteurs. Mon arrière-grand-père paternel, mon grand-père paternel, mon père paternel, enfin oui.
Je n'ai pas fait exprès. Mon père était également ostréiculteur. Et patatrac, j'ai tout planté parce que je suis devenu éducateur. Bon, rassurez-vous, j'ai pas de culpabilité par rapport à ça, mais plutôt des, comment dire, plutôt des acquis, tout un tas de... Oui, je veux bien, parce que là, je suis en train de... Non, je pense qu'ils m'ont fait un mauvais coup aujourd'hui. Ouais, ça C'est bizutage. Merci. Alors, elles sont passées, mes collègues, maintenant, donc elles s'en fichent. Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc je suis issu d'une famille d'ostréiculteurs. Et donc je suis devenu éducateur. Donc je suis rentré en 2002 donc à Cheval et Insertion. Moi, ce que je vous propose en 10 minutes, un quart d'heure, c'est simplement de retracer un peu les grandes lignes de Cheval et Insertion, notamment en lien avec les politiques sociales publiques. Comment notre établissement a pu se saisir en fait des opportunités à la fois législatives et à la fois politiques territoriales pour pouvoir monter les projets. Alors c'est vrai qu'une institution qui démarre en 2001-2002, imaginez bien que les années de son envol, comme le disait ma collègue, on est tous un peu des... Madame Ragonneau le pilote, on est tous un peu copilotes avec nos passagers qui viennent et qui vont. Quand on a commencé à travailler, bien évidemment, on n'avait pas tous les outils de travail, il n'y avait aucun passif dans cette institution, donc il fallait tout construire. Et au final, la loi 2002, dans les années qui ont suivi, bien évidemment, ça ne s'est pas tout de suite installé en 2002, mais la loi 2002 a été une certaine opportunité pour pouvoir construire tout un tas d'outils, en fait, d'outils de travail, qui permettaient d'animer notre quotidien, en fait, notre quotidien professionnel et puis toutes les prises en charge éducatives. Donc je crois qu'à partir de là, aujourd'hui, avec le recul, ça nous a permis quand même d'avoir une certaine acuité, une certaine vigilance, en fait, à tout l'environnement, en fait, politique d'une maison d'enfants, et notamment par rapport à toutes les lois en vigueur concernant la protection de l'enfance, dans le social et médico-social. On arrive en 2007. 2007, je ne vais pas vous faire un cours sur, je ne suis pas expert en loi, mais sur la protection de l'enfance. À partir de 2008, on commence à mettre en place les placements éducatifs à domicile. Alors ça, c'est un grand chamboulement, puisqu'on passe d'un travail intramuros à quelque chose d'extramuros. C'est-à-dire qu'en fait, là, on commence à aller dans les familles. On est formé pour faire ça, on a tous des diplômes d'éducateurs, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, mais quand même, ça vient réellement bousculer le quotidien. C'est-à-dire que le cadre n'est pas le même. Et on peut parfois même se sentir d'une certaine manière en insécurité. Donc, pour faire un peu plus rapide, à partir de 2008, on commence donc à rencontrer les familles. On sent qu'il y a un besoin dans l'équipe de pouvoir travailler de plus en plus avec les familles, de se former. Et à partir de là, vous l'avez bien compris avec ce que mes collègues ont pu évoquer, les formations, notamment par rapport à la famille, commencent à se mettre en place. Après, on développe des compétences par rapport à ça. Et les années qui suivent entre 2008 et 2010-2012 nous amènent justement à développer de plus en plus ce travail-là, notamment extramuros. Quelques éléments déclencheurs par la suite. Alors moi j'ai fait une formation de chef de service de 2012 à 2014, en RTS Poitou-Charentes. Je me suis comment dire, saisi du schéma départemental de la protection de l'enfance et de la prévention qui est apparu en Charente-Maritime en janvier 2013, donc le premier du département. Et à partir de là, on s'est intéressé plus particulièrement à certains axes dans le plan d'action, notamment celui de revoir les modalités de référence entre l'ASE et les établissements habilités. Je suis en train de complètement zapper mes lignes, parce que là je suis en train de partir. Oui, parce qu'après je vais aller trop vite, je vais arriver à la conclusion et ça sera pas, je ne serai pas dans le timing. Voilà, donc le département souhaite redéfinir les modalités de référence des enfants confiés. Alors, pour être un peu plus précis, l'idée telle qu'elle est présentée, c'est de pouvoir justement libérer un peu les référents ASE de la gestion organisationnelle du quotidien de l'enfant, puisqu'il y a des demandes aussi, notamment en termes de prévention, par rapport aux AED, et notamment aussi par rapport à l'accompagnement des assistants familiaux, aussi qui ont besoin de présence et qui ont besoin justement des travailleurs sociaux du département. Alors, nous, quand on a vu ça, on s'est dit ça peut être encore une opportunité, sachant que là, on est en 2013, comme je l'évoquais tout à l'heure, depuis 2008-2009, on commence à être de plus en plus présent auprès des familles. Donc, on saisit ce point-là. Donc, moi, j'en fais mon mémoire professionnel en formation CAFRIS, pour pouvoir développer, et puis en se posant les questions à travers un diagnostic, de savoir est-ce que nous, on a bien toutes les compétences en interne pour pouvoir justement travailler avec les familles, notamment par rapport justement à cet axe politique. Quelle va être justement la nouvelle collaboration qu'on va pouvoir mener entre l'ASE et les établissements, donc notre MEX.
sachant que l'interprétation qu'on en a faite, c'était pas de faire à la place du référent ASE, mais de travailler différemment, c'est-à-dire d'engager une collaboration avec à la fois une plus-value pour notre institution et à la fois une plus-value pour le référent ASE. Donc tout ça s'est construit petit à petit, mais comme on était déjà dans un train, alors pas à grande vitesse, mais un train qui nous a mené donc à diversifier nos pratiques et à travailler un peu différemment avec les familles, j'ai envie de dire, c'est en toute logique qu'on a pu justement absorber cette demande du législateur, en quelque sorte. Pour avoir un peu plus d'éléments par rapport et un peu plus de recul aujourd'hui pour savoir comment on a pu travailler avec les référents ASE et comment on a engagé ce travail-là depuis quelques temps, donc je ne vais pas reprendre les exemples de mes collègues. En revanche, là je suis mieux. Donc j'ai trouvé, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est à l'été dernier, donc on a fait l'évaluation externe. Et au cours de l'évaluation externe, on a fait une enquête de satisfaction, notamment par rapport à l'utilisation du sociogénogramme. Donc c'est ce qu'évoquait Sandrine, ma collègue. Une enquête multidirectionnelle, puisqu'elle s'adressait à la fois aux jeunes accueillis, elle s'adressait à la fois aux familles, mais elle s'adressait à la fois aux référents ASE. On leur a posé pas tout un tas de questions, mais une petite douzaine de questions. Alors, ont été concernés, en fait, les travailleurs sociaux qui sont venus et qui avaient participé, justement, à l'élaboration d'un sociogénogramme. Donc, c'est l'année dernière, il y a eu à peu près une dizaine de référents, je crois, ASE et psychologues, donc, qui sont venus, qui ont participé au sociogénogramme. Ce qui est ressorti... Alors, tous ont répondu. Ce qui est ressorti, en fait, si on analyse aujourd'hui les réponses à ces questions, c'est que, alors là je vais dire un peu, sans être trop rébarbatif, mais ce qui ressort de cette enquête, alors déjà peu de professionnels connaissaient cette pratique, où on avait vaguement entendu parler lors de formation, ou par le biais aussi du groupe Famille et Réseau, qui vont participer tout à l'heure après nous en guise d'intervention. Si on veut retenir les adjectifs ou les mots, ça leur a apporté une radiographie de la situation familiale, voilà, que chacun puisse mieux se situer, que la famille donc, pouvait mieux occuper sa place. Ce qui est ressorti aussi, c'est que ça pouvait créer une dynamique de lien dès les premiers pas du placement dans l'institution. On a pu lire aussi que ça avait été vécu aussi comme un facilitateur d'échange et de prise de parole, ce qu'avaient repéré les référents, notamment par rapport aux membres de la famille. C'est-à-dire, comme l'évoquait ma collègue, les conditions du déroulement, en tous les cas, du sociogénogramme, est là aussi pour apaiser et pour mettre un maximum de monde en confiance. Elle nous a donné deux, trois éléments comme ça qui permet, en tous les cas, d'arriver à cette situation-là. Ce qui est ressorti aussi, c'est que ça permet aux jeunes de mieux se situer dans le parcours ASE. Alors là, je fais une petite parenthèse, on a eu parfois des surprises par rapport à ça, puisque dans le déroulement du sociogénogramme, on s'est aperçu très souvent qu'un jeune connaissait mieux les dates que sa famille, par rapport à des échéances, par rapport à des situations, par rapport à des événements en fait qui étaient survenus au cours de son placement ou qui avaient déclenché son placement. Et très souvent, on s'aperçoit que les adolescents ou les jeunes ont plus d'éléments, ou en tous les cas ont plus de mémoire par rapport à cette situation-là, enfin à leur propre situation. Qu'est-ce qui a été dit également? Que ça permettait aussi de bien repérer si la famille adhérait au placement. Ça pouvait aussi... c'était aussi, un lieu plutôt intéressant où on pouvait également discuter des points de distorsion ou d'incompréhension, toujours justement avec cette question d'animation et de bienveillance autour de la famille. Quand on leur a posé des questions par rapport si on y voyait des axes d'amélioration et comment on pouvait faire évoluer cette pratique, pas mal ont dit aussi que ça serait pas mal de faire participer les psychologues ASE. Alors il y a eu aussi des situations où les psychologues sont venus. Certains ont dit aussi que ça pouvait, pourquoi pas aussi inviter la fratrie ou d'autres membres de l'environnement du jeune. C'était quelque chose aussi, parce que c'est vrai qu'un référent ASE, peut-être pour répondre en partie à la question de Madame Gégou, c'est ça. C'est-à-dire que le référent ASE, lui, a aussi une fratrie en charge. C'est-à-dire que nous, on va s'occuper que d'un jeune. Donc lui, ça va permettre, donc il va toujours être un pilier, j'ai envie de dire, indiscutable dans la situation du jeune, parce qu'il va aussi pouvoir faire le lien avec la fratrie. On leur a aussi posé la question à quel moment ça serait utile de refaire un socio.
un sociogénogramme. Et là, ça a été, dans les réponses, on a eu, en cas d'événement majeur, fin de prise en charge, ou grosses difficultés ou autres, c'est-à-dire que les conditions, justement, permettaient que tout le monde se pose et qu'on puisse, qu'on puisse un peu repartir soit sur d'autres bases, ou en tous les cas, repartir sur d'autres pistes de travail, ou alors à l'approche des échéances judiciaires. Voilà, ça, c'était quelque chose aussi qui avait été spontanément dit. Alors, au-delà de l'enquête de satisfaction, on a pu aussi, bien évidemment, on discute assez régulièrement avec les référents ASE, justement, et puis d'une manière informelle, certains ont pu dire aussi qu'on a la situation d'un collègue de l'ASE qui, lui, est entré par le biais du sociogénogramme, en fait, dans la situation d'un jeune. C'est-à-dire qu'en fait, il a repris une situation d'un jeune, et cette entrée par le sociogénogramme a été, comme il dit, je reprends ces mots, a été très très confortable. Donc sur tout un tas de points, le fait de rencontrer la famille, le fait de connaître, et d'avoir aussi pas mal de situations et plutôt d'éléments sur la situation et des éléments que la famille peuvent donner. Donc c'est des éléments sur lesquels on sait qu'on va pouvoir, le référent ASE sait qu'il va pouvoir travailler avec cette famille. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a pu aussi savoir, ce que la famille est en mesure de transmettre de son vécu, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. On nous a dit aussi que c'était une pratique plaisante, stimulante, pour faire évoluer l'accompagnement, et qu'elle favorise également la co-construction du projet individualisé, tout en imaginant, bien évidemment, quand c'est 5 minutes. D'accord. Ok, j'ai le micro qui est encore en train de je vais y arriver. Non mais là, vous n'avez pas été sympa. Donc voilà. Et donc, une des réponses aussi, notamment par rapport au... je faisais le lien avec le schéma départemental tout à l'heure, par rapport aux arguments justement de libérer un peu les référents ASE de la gestion organisationnelle de l'enfant. Certains référents ASE nous disent que ça leur permet justement de dégager du temps par rapport aux exemples que donnait Floriane tout à l'heure, pour pouvoir faire des calendriers, pour pouvoir faire des autorisations, des choses qui à la fois peuvent concerner des actes usuels et non usuels dans la situation de l'enfant, permettez également justement de les libérer pour pouvoir mener, de dégager un peu plus de temps par rapport aux actions éducatives à domicile ou aide éducative à domicile, et à la fois aussi par rapport aux missions d'accompagnement des assistants familiaux. Donc voilà. À côté de ça, en guise d'exemple organisationnel, donc élaborer les calendriers, savoir se positionner aussi concernant des sorties, savoir aussi se positionner justement vraiment dans ce qui concerne la gestion organisationnelle de l'enfant. Voilà, c'était vraiment dans cet esprit de collaboration avec l'ASE et d'apporter en fait un plus pour justement favoriser, je me répète là, favoriser la collaboration. Il me reste quelques minutes. C'était ça. Non, fais ce que tu veux. Non, juste un petit mot, mon micro m'embête vraiment. Juste un petit mot par rapport à la loi du 14 mars 2016, donc que tout le monde connaît ici, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, notamment pour réformer encore également la protection de l'enfance. Alors, je suis pas un expert de la loi, par contre, je me suis un peu documenté dessus, toujours dans cette dynamique de veille par rapport aux politiques sociales publiques. Elle se dit beaucoup moins familialiste que la protection de l'enfant, la loi de 2007. Alors, moins familialiste dans le sens qui dit que ça serait donner une valeur excessive à la place de la famille dans la société. Je ne sais pas si la loi 2007 est familialiste. En tous les cas, moi, l'esprit de la loi 2007, ce que j'ai retenu, c'était d'avoir le bon équilibre entre la responsabilité parentale, l'autorité parentale, l'application de l'autorité parentale et la protection de l'enfant. Dans les premiers articles de la loi 2016, c'est vrai que c'est l'enfant en fait qui est mis en premier, et notamment par rapport à la protection de l'enfant, alors que la loi 2007, dans son premier article de loi, commence avec le terme famille. Voilà, c'est ce qui a un peu changé. Le département va avoir, est en cours, j'imagine bien, les départements par rapport à ça, pour mettre en vigueur cette loi sur le terrain. Un peu de boulot, je pense, et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est à quel niveau les institutions et les référents institutionnels vont avoir aussi leur place. Puisqu'il est question aussi dans cette loi, justement, de pouvoir faire des évaluations. Dans la loi 2016, on entend aussi aujourd'hui la notion de déclaration judiciaire d'abandon, le délaissement parental, c'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance va avoir aussi cette lourde tâche, alors je ne sais pas qui encore va la mener, mais de pouvoir évaluer des situations lorsqu'on peut imaginer qu'il y a un délaissement parental.
et favoriser d'une certaine manière l'enfant avec un statut de pupille de l'État, ou favoriser aussi l'adoption simple. Alors, bien évidemment, ça s'accorde à quelques-uns, ça s'accorde à quelques-uns. Non, tu parles dans le micro. Pardon. C'est pas... Donc ça s'accorde bien évidemment à pas tous les enfants qui sont dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, ou qui ont des mesures de protection, mais la question qu'on va se poser quand même au cours de ces prochains mois, ces prochaines années, le temps que la loi se mette en vigueur, c'est... Alors, merci. C'est ce que je voulais en fait. De quelle manière les établissements, un peu comme Chevalet Insertion, qui ont engagé déjà un lourd travail avec les familles, qui sont aussi en capacité d'évaluer, qui sont aussi en capacité d'observer, d'évaluer si aussi l'enfant est en danger. Ça, c'est quelque chose aussi auquel on s'attache. Comment nous, on va pouvoir se positionner justement avec le conseil départemental par la suite. Voilà. Dernière petite chose, la notion de référent aussi intervient... j'arrête plus de parler. La notion de référent aussi fait sa place dans la loi 2007. Donc il y a un statut de référent. Donc ça nous intéresse aussi. Jusqu'à aujourd'hui, l'Observatoire national de la protection de l'enfance a lancé un appel d'offres pour pouvoir réfléchir sur le thème de référence. Donc je ne sais pas si le département de la Charente-Maritime va saisir cette opportunité, mais en tous les cas, Chevalet Insertion, lui, est toujours partant pour pouvoir réfléchir avec le département sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, voilà, j'ai déjà des mains qui se lèvent. Merci Merlin, directeur des Boutachou et de vous allez plus vite que nous. On va essayer d'expliquer ce soir qu'on essaye de libérer quelques petites choses au sein de l'équipe. Alors quand je vois que vous avez même libéré les référents sociaux, bravo. Vraiment, il y en a qui vont vite. Il y a deux positions qui émergent par rapport à la question de ces référents. Une première que vous positionnez, là, que je reprends un peu avec nous, en disant on les libère d'une certaine charge de travail, qui est une vision qu'on a aussi, à laquelle on a été soumise dans le Nord, mais ils sont pas passés à l'acte, pas encore tout au moins. Et il y a une deuxième approche qui consiste à parler de non-référencement, avec juste un cadre de l'ASE qui est chargé une fois par an de rencontrer les intervenants, etc. Là aussi, le passage à l'acte n'est pas encore d'actualité. Moi, je pense quand même qu'il y a une troisième perspective qui émerge. Alors ici, j'espère que ce soir, les deux référents qu'on a réussi à traîner jusqu'ici auront l'occasion de vous en parler. Enfin, j'en suis même certain. Alors, rassurez-vous, quand je dis traîner, c'est surtout... comment C'est un peu maltraitant, C'est pas eux qu'on a dû traîner, mais c'est plutôt leur administration, parce que vous imaginez bien que c'est jamais simple. Mais voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième perspective qui serait de réfléchir ensemble comment ils sont partie prenante du système d'intervention dans lequel, bien évidemment, la famille est aussi incluse. Je préfère un petit peu à Guiardi et à ses écrits. Et voilà, c'est un peu cette voie-là qu'on essaye d'explorer, que je pense qu'il peut être intéressante, parce que dans les deux premiers cas de figure, on n'a quand même qu'une vision économique. Voilà, on va gagner du temps. Dans cette troisième perspective, et il y en a peut-être encore d'autres, on est quand même dans comment on travaille ensemble, comment s'articule la place de chacun, mais ça suppose quand même un gros travail de concertation avec eux, et que tout le monde n'est pas prêt à engager, que ce soit du côté des institutions ou du côté de l'ASE, enfin, peu importe. Mais moi, j'ai la faiblesse de croire que la perspective, elle est quand même intéressante à développer de ce côté-là. Oui, tout à fait, oui. Une autre question? Pas de questions, mais peut-être des éléments de réponse. Je suis Annie Volutaire, déléguée adjointe en charge de l'aide sociale à l'enfant. Excusez-moi. De l'aide sociale à l'enfant sur un territoire Charente-Maritime. Par rapport à la référence aide sociale à l'enfance en lien avec les MEX, moi j'irais sur un aménagement du mieux placé dans la relation avec le parent ou avec l'enfant. Et donc c'est aussi au cas par cas que les choses peuvent se faire.
et que très souvent, les MEX, Cheval Insertion, mais les autres MEX, nous font des propositions de calendrier qui passent par les référents aide sociale à l'enfance, qui donnent leur avis et la plupart du temps ils valident, mais ça passe par le filtre du chef de service nécessairement. C'est-à-dire que les calendriers sont validés par les chefs de service. Donc il y a effectivement, selon les situations, on a plusieurs situations en travail avec Cheval et Insertion, le référent n'a pas la même place selon les situations. Donc on travaille au fur et à mesure. Non, mais c'est bien ça, comme vous dites, ça appartient à la personne aussi, et ça appartient, je pense, aussi au travail de collaboration qu'on a pu engager. Il y a une question de confiance, c'est-à-dire, et je pense que quand le référent ASE sait que l'institution, alors que ce soit Cheval Insertion ou une autre, peu importe, qu'elle est en capacité aujourd'hui de pouvoir se positionner par rapport à un retour en famille, qui n'était pas forcément prévu sur un week-end, on peut prendre cet exemple-là, parce qu'ils ont aussi une capacité d'évaluation de la situation, et que ce ne soit pas fait non simplement parce que le jeune est un peu perturbé ou turbulent le week-end et qu'on va le renvoyer chez lui, mais qu'il y a quelque chose en fait quand même d'un peu plus consistant dans ce type de décision. Mais ça, par contre, que les calendriers passent par l'ASE et soient validés par l'ASE, ça c'est quelque chose sur lequel... Il y a même sur certaines situations, les visites encadrées, normalement c'est le travail du référent aide sociale à l'enfance, mais dans certaines situations, le mieux placé c'est Cheval Insertion, enfin, ou la MEX. Oui, ou la MEX, voilà. Évidemment. Ouais. On fait du point sur mesure. Voilà, mais on est vraiment dans du cas par cas. On ajuste effectivement à chaque situation avec la manière de faire avec le référent ASE. On se fie aussi à l'évaluation qu'en fait la famille, des relations avec l'ASE, relations avec l'établissement en direct, et on ajuste effectivement à toutes les situations dans les différents accompagnements. Après, quand M. Kimerlin fait référence au financement, effectivement, il y a des restrictions budgétaires. Donc, nous, ça nous permet aussi d'être créatifs et de faire avec, enfin plutôt de faire sans, en tout cas de faire mieux, mais avec moins. Et notre challenge, justement, quand on travaille dans cette manière de faire, c'est de montrer qu'en prenant le temps, finalement, on gagne de l'argent. Donc prendre le temps, travailler avec les familles, décortiquer, travailler ensemble, ça fait partie aussi de la manière de faire avec un budget restreint. Du coup, je me permets, je vous passe le micro, je pose ma question entre deux, justement. Merci de cette transition par rapport au travail avec les familles. Comment vous vous organisez au niveau du... Quand vous avez fait le sociogénogramme, vous avez repéré des ressources, des difficultés, des choses qui vont bien. Comment vous allez les activer en termes... quelle place la famille dans le fonctionnement de la maison d'enfants? Est-ce qu'ils viennent dedans? Est-ce que c'est vous qui allez chez eux? Comment ça se passe en fait? Comment vous organisez pour faire suite au sociogénogramme? Alors là, c'est pareil, on adapte en fonction de la situation. Donc, quand c'est des PEAD, placement éducatif à domicile, on va directement dans la famille. Mais aussi, on invite, grâce au support Cheval, les jeunes à participer à l'équitation. On utilise tout ce qu'on a repéré ensemble dans le sociogénogramme pour donner des perspectives et des objectifs. Alors, parfois, on prend des chemins complètement différents, effectivement. Quand, avec cette jeune fille, on a pu, sur le sociogénogramme, dessiner une guitare, voilà, on a tiré le bon fil dans la collecte. Voilà. Après, sur l'internat, voilà, c'est différent. Donc, on fait venir les familles dans l'institution, et ça, on n'hésite pas. Et aussi, on va au domicile. Voilà, on est en train de travailler sur des accueils séquentiels aussi. Donc, on se déplace dans les familles. Si les familles ne sont pas disponibles pour nous recevoir chez eux, on s'adapte aussi. Ça peut être ailleurs, ça peut être dans un café, comme on l'a déjà fait au préalable. Ça peut être dans un centre social. Enfin, voilà, on peut s'adapter aussi en fonction de la personne. Bonjour, Quentin Liès. Moi, je suis éducateur spécialisé à l'aide sociale à l'enfance en Charente-Maritime. J'ai la chance de faire partie des référents libérés depuis un petit moment maintenant, puisque je travaille beaucoup avec Cheval Insertion. Oui. En tout cas, dans mon service, je suis seul.
que je peux dire, c'est que la place du référent, elle est différente effectivement en travaillant avec Cheval Insertion, parce qu'on n'est plus dans la gestion de l'organisation du quotidien, les calendriers, etc. Une espèce de lourdeur administrative qui nous prend beaucoup de temps. Par contre, on reste très impliqué dans la co-construction avec la famille et Cheval Insertion du projet pour l'enfant. Ça nous permet de dégager aussi du temps pour l'accompagnement des parents, parce que ça fait quand même partie aussi de la fonction du référent ASE, pour accompagner les parents et l'évolution au niveau de la famille. Et puis c'est vrai que ça n'a pas été beaucoup abordé, mais Cheval Insertion, ils n'accueillent pas que des jeunes primo-arrivants, c'est-à-dire c'est pas le premier placement. Ils accueillent aussi des fois des jeunes qui ont un parcours institutionnel important, compliqué, où les parents peuvent aussi avoir un vécu difficile avec les services de protection de l'enfance. Et ça peut permettre des fois de débloquer des situations compliquées ou voilà, des tensions importantes entre la famille et l'ASE. Et c'est des fois, je rebondis sur ce que disait Mme Ragonneau tout à l'heure, mais des fois c'est Cheval Insertion qui vient faire tiers entre la famille et le service ASE. Et ça peut permettre aussi voilà, de redonner une autre dynamique à l'accompagnement. Oui, bonjour. Donc, Solène Miro, éducatrice voilà, à Nîmes, à la communauté COSC. Donc, moi, je voulais revenir sur le socio. Tout à l'heure, vous avez dit donc, que vous étiez le référent ASE, les anciens référents, etc. Vous avez parlé des parents, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'y avait pas la fratrie, c'est ça? Au niveau du socio? Ça dépend. Ça dépend, d'accord. Du coup, savoir on propose à la famille et aux jeunes de venir avec toutes les personnes qui leur semblent utiles pour la construction de ce dessin. Et on fait de même de l'autre côté. Ouais, pour répondre à votre question, en fait, c'est quand j'ai donné en fait, les résultats de l'enquête, voilà, en fait, ce sont des référents ASE qui, en participant au sociogénogramme, se sont aperçus de l'utilité aussi qui est la fratrie qui puisse assister justement, ou d'autres membres de la famille, à ce sociogénogramme. Que la fratrie n'y était pas au moment où ils y étaient, c'est parce que c'était pas possible ou autre chose. Mais en tous les cas, ils ont pu justement identifier ce besoin-là. Et donc, est-ce que vous réussissez à travailler avec la fratrie quand les enfants sont placés dans différents endroits? Du coup, est-ce que grâce aux sociaux, est-ce que vous arrivez à rassembler les partenaires pour travailler au niveau familial et pas... Ça, c'est un peu plus difficile parce qu'effectivement, quand on a des enfants qui sont placés dans différentes institutions, pour réunir tout le monde, c'est assez compliqué déjà pour une question d'agenda, hein, tout simplement, voilà, où tout le monde est surbooké. Hein. Voilà, après, quand on arrive à le faire, effectivement, c'est le top. C'est le top de faire le lien entre tous. On a déjà fait des sociogénogrammes avec des fratries entières. Effectivement, il y a plus d'animation dans la salle. Mais ils n'hésitent pas à venir prendre les feutres et à dessiner des choses qui sont importantes pour eux sur le dessin. Oui, j'ai une question. Bonjour, Jean Beltran, chef de service pour une enfance de Sainte. Juste pour précision et étudier ce que tu disais, Nadine, je pense qu'il y a une volonté aussi au niveau du département de pouvoir aménager les choses de façon à ce que le travail de collaboration avec la famille et entre les institutions se fasse de manière plus fluide. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, comme disait Andrew Luther tout à l'heure, c'est en fonction au cas par cas de ce qui est le plus adapté pour l'enfant et pour sa famille. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et la notion de restriction budgétaire aussi, à un moment donné, nous oblige, nous, institutions, à se rapprocher, à travailler plus ensemble. On ne travaille plus dans notre coin, dans des budgets comme ça se faisait autrefois. Comme on n'a plus les budgets, eh bien, on est obligé de se demander, de se rendre service, de travailler ensemble et de venir se faire un coup de main. Et je trouve que ça marche bien. On a expérimenté d'un côté comme de l'autre. Bon, pour nous, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a des contraintes d'accueil d'urgence. Donc voilà, on n'est pas sur un pied d'égalité. Mais en tout cas, c'est le travail qu'on a commencé à mener pour certains jeunes sur des séjours oxygène, sur une prise en charge adaptée. Je trouve que c'est vachement intéressant et je pense que c'est à développer et à d'autres établissements aussi. Non, mais juste pour conclure, je suis complètement d'accord avec toi, Jean-Renaud, et en aucun cas on dit qu'il y a des freins du département à les laisser travailler, c'est pas ça. Peut-être, par contre, ce qu'il y a pu y avoir, ce sont juste simplement bousculer des pratiques, c'est tout. Voilà, après, c'est une question de pratique, c'est une question de
d'un savoir-faire qui avait été très présent jusqu'à présent dans le département. Après, c'est aussi une question de personne. Mais, au niveau des pouvoirs publics et du département, non, on n'a rencontré aucun frein à pouvoir travailler comme ça, bien au contraire. Voilà. Si je peux me permettre, j'avais une petite, peut-être dernière question. On avait été confronté, parce qu'on utilise également à la communauté COS le sociogénogramme, enfin sociogénogramme de présentation mutuelle entre l'institution et la famille. Et on a remarqué à un moment donné que le fait de ne pas aborder ce qui ne va pas, à un moment donné, c'est embêtant parce qu'on se retrouve, on démarre sur les choses qui vont bien, mais à un moment donné, il faut bien aborder aussi le motif du placement et le motif de la séparation, etc. Du coup, vous le faites à quel endroit? Parce que du coup, on a institué avec l'aide sociale à l'enfance le fait qu'on soit introduit dans la situation par l'ASE, où du coup, la chef de service ASE ou son adjointe lit le JAE, il y a les motifs, donc tout le monde sait du coup pourquoi on est ensemble, donc pourquoi on doit travailler, mais, et on attaque le sociogénogramme après. Et vous, si vous arrivez à faire autrement, ça m'intéresse. Je ne sais pas si on fait autrement. En tout cas, le sociogénogramme nous permet de repérer effectivement la manière dont la famille souhaite se présenter. Donc on va s'appuyer sur ce qui va bien, sur les choses comme elles sont, plutôt que comme elles devraient être. Et finalement, on aborde ce qui va moins bien juste après, en passant par ce qui va bien. Alors, comment expliquer on va s'appuyer sur les choses que la famille veut bien aborder, et tout en travaillant ces choses-là, on peut arriver à parler de ce qui ne va pas. Alors, je ne sais pas quel exemple je pourrais donner, mais par exemple, cette jeune fille que je disais tout à l'heure, avec laquelle on jouait de la guitare et on parlait de pompiers, en parlant de tout ça, on pouvait aborder, elle, ses difficultés à aller sur l'extérieur, et on est arrivé à travailler petit à petit des choses pour qu'elle puisse aller sur l'extérieur, mais à partir de la guitare. Donc c'est ça, et c'est ce qu'on a travaillé aussi avec la famille, en parlant de sa capacité à jouer de la guitare, sa capacité à avoir des ambitions pour devenir pompier. Et on a, par ce biais-là, aidé la famille à faire un peu le deuil de ce que pourrait être leur fille dans un lycée, enfin dans un collège à l'époque, et voilà, avec cette obligation scolaire. Et à partir du moment où la famille a réussi à prendre conscience que la place de leur fille, à ce moment-là, ce n'était pas l'école, mais c'était dans sa chambre en train de jouer de la guitare, là, on a pu aborder les choses qui pouvaient l'aider et qui, du coup, avaient amené cette jeune fille à cette situation-là. Je ne sais pas si j'étais claire. Ouais. Oui, si, mais merci. Ok, mais on en reparlera. Monsieur Payan, peut-être, pardon. Alors, j'ai deux directeurs en même temps, donc honneur aux dames. Et après, par contre, pour le respect du timing, Monsieur Payan aura le mot de la fin. Merci. Laurence Rodriguez, directrice d'une maison d'enfants à Montbrison dans la Loire. J'ai juste une petite question. C'est la question de la temporalité. Au niveau du placement des enfants, quand on se sert du sociogénogramme, est-ce qu'il y a un effet direct sur la durée du placement ou pas? Alors, on n'a peut-être pas assez de recul pour vous dire ça. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas si on peut l'évaluer aujourd'hui. On n'y a pas forcément pensé, enfin pas comme ça en tous les cas. En tout cas, ça nous permet de travailler la qualité. Donc on peut penser qu'effectivement, à la longue, ça permet de rendre plus solides les bases et finalement de raccourcir un peu le placement. Quand il s'agit d'un PEAD, donc on a une date de fin, effectivement, comme tout placement. L'idée de ce placement éducatif, c'est pour faire suite soit à une main levée, enfin pour donner suite à une main levée ou à un placement en internat. Le fait que ce placement ait un coût moindre, on peut prendre plus le temps et mettre de la qualité. Par exemple, cette jeune fille, ce placement éducatif, c'était pour une année. On a pris plus de temps, mais finalement, cette jeune fille, si elle avait été en internat, avec toute la violence que ça pouvait faire ressurgir chez elle, toutes les hospitalisations, le coût de cet accompagnement, le placement éducatif a un moindre coût, mais a duré un peu plus longtemps que prévu. Et finalement, voilà. Je vais juste
laisser la parole à un collègue qui est là, M. Payan, juste pour vous dire, madame, que je ne sais pas si c'est sociogénogramme, mais nous, on a beaucoup réduit la durée des prises en charge. Nous, on en parlera avec l'ASE. Oui, bonjour, Lionel Lébrard, éducateur à Nîmes, en formation de clinicien de concertation avec Sandrine notamment. Deux points, oui, effectivement, je ne sais pas si le sociogénogramme réduit à l'effet magique de réduire la durée des placements. Il y avait un thème, un colloque sur le sociogénogramme totem. Bref, nous, le sociogénogramme d'accueil, comme on dit, c'est juste une histoire de présenter l'institution différemment des autres institutions. Donc la première vertu, c'était de dédramatiser et de présenter l'institution par le biais du sociogénogramme, et ensuite la famille aussi qui se présente dans le protocole qu'expliquait Sandrine. Ensuite, je voulais juste faire un petit rappel historique sur l'économique. Les accueils à domicile, les placements à domicile qui ont été validés par la loi 2007 existent dans le Gard depuis une petite trentaine d'années, et à l'époque, il ne faut pas se leurrer, en plus de la théorisation sur le retour progressif en famille, après un long parcours en internat, si la DAS à l'époque a validé cet outil, c'était aussi parce que c'était beaucoup moins cher l'internat. Mais c'est pas négatif, quoi, c'était un fait. Voilà. Non, mais à l'époque, c'était la DAS. Il y a 30 ans, c'était encore les conseils départementaux. Monsieur Payan, pour conclure. Alors, oui, donc David Payan, directeur de la maison d'enfants Communauté Coste. Je voulais revenir sur l'effet du sociogénogramme, parce que des fois, c'est pas les professionnels qui ont des intentions d'aller regarder ce qui fonctionne pas bien, mais les membres des familles qui vont très vite essayer de dénoncer soit les autres membres des familles, le père, la mère, des choses comme ça, soit des mauvais acteurs, alors l'aide sociale à l'enfance, ça peut arriver. Et ce que je trouve intéressant dans la pratique de l'outil du sociogénogramme, c'est justement qu'il permet de ralentir ces effets dénonciateurs par le détour du dessin. C'est-à-dire que dans le dessin, on va progressivement ralentir la tentation des personnes, alors soit des professionnels, mais souvent quand même les membres des familles, à aller dénoncer des choses qui se passent. Et le dessin, il a un effet de ralentissement du temps. Et le ralentissement du temps dans le travail éducatif, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, comment ça marche, la pertinence que ça fait gagner du temps quand on en perd, en tout cas quand on a l'impression qu'on en perd, c'est difficile. Par contre, je ne pense pas que ce génogramme permet tout seul de faire gagner du temps. C'est ce qu'il fait faire avant, c'est ce qu'il va faire après, et tout le reste, parce que ce génogramme, on ne peut pas réduire le travail que fait Cheval d'Insertion ou la communauté Coste, ou tous ceux qui s'aventurent sur ces pratiques-là, au sociogénogramme. C'est tout ce qui se passe autour, après, puis les accompagnements, puis tout ce que font les autres. Attention à ne pas trop fétichiser le sociogénogramme dans son effet magique. On en a parlé aussi en séminaire, Béatrice, en séminaire de concertation. Attention, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est pas un truc, c'est pas de la sorcellerie. C'est des outils qui permettent à des éducateurs de se décaler. D'abord. Ensuite, les familles s'y retrouvent, mais c'est d'abord des outils qui sont faits pour les professionnels, pas forcément pour les membres des familles. C'est mon idée. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le travail donc avant, pendant et après, sur la manière aussi, la notion de bienveillance par rapport au langage, par rapport à prendre le temps, se réunir, faire ensemble, faire tout ensemble, pas chacun de son côté. Voilà, c'est tout ça qui fait. Il n'y a pas effectivement que le sociogénogramme à l'admission qui fait tout le déroulé du travail par la suite. J'ai vu la porte ouverte, alors je me suis dit je vais unir quoi. Je transgresse. C'est l'une des compétences de ce monsieur. Alors, je me présente. Je m'appelle Kajibi. J'adore les caméras. Oh. Là, c'est les... Ils sont où les lycéens? Là ou là, quoi? On sait pas trop...
venir dans le cockpit. Depuis tout à l'heure, ça... Oh, c'est un sacré cockpit, hein. Oh, ça y est, je suis dans le cockpit. Une chaise. Non, bouge pas. On va trouver un équilibre, d'accord? C'est-à-dire qu'on va s'asseoir à 4 sur 3 chaises. On va essayer. Vous êtes compétents pour travailler ensemble, je crois. Alors, c'est un problème de place. Oh non, c'est pas mal ça, comme équilibre. Voilà, alors moi je voudrais bien faire aussi un truc avec les flèches là, un sociogénogramme. Mais alors j'ai un problème de famille quoi, parce que j'ai pas de papa, de maman, tout ça quoi. Enfin j'en ai beaucoup, il y en a plein d'affaires quoi. Alors peut-être si je peux prendre rendez-vous, c'est ça. Alors peut-être je viendrai à Cheval Insertion, et puis peut-être si j'ai pas de papa, maman, vous pourrez le faire à la place. Hein, tu seras mon papa, tu seras ma maman, tu seras ma sœur. Parce que pas ma petite amie quand même. On peut pas, ouais. Bon, alors je vous ai apporté du bien-être, de la douceur. Voilà. Alors, par contre, je veux bien que vous le laissiez tout le temps, même quand je pars. Comme ça, quand je suis pas là, je serai là quand même. Oh, ça me plaît. Je suis pas là, je suis là quand même. Oh, absent, présent. Ça, c'est fort ce que vous arrivez à faire. Quoi. Je trouve ça, c'est bien. Alors voilà, je le laisse. Et il y en a un peu plus pour toi parce que c'est ton anniversaire. Alors, avant de partir, je vais te faire un bisou. Voilà. Bon anniversaire. Alors, je vais lâcher l'équipe. C'est important de se concerter, de communiquer, hein, parce que s'il y en a un qui part, tout seul, c'est tout fou. Il faut se téléphoner, il faut parler ensemble, tout ça. Hein. Ah oui, avec la Zoom et tout. Bon, alors, on se lève ensemble. À 3. 1, 2, 3. Ah, ça, c'est du travail d'équipe, ça. Hein. Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Je suis là, je suis pas là, je suis absent, je suis présent.